Espíritus Dei. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le couple et les tiers. Le couple et les tiers. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par tiers par rapport au couple? Il faut comprendre par tiers toutes les personnes qui entourent les deux conjoints. Parce que le couple est constitué du mari et de la femme. Et donc, toutes les personnes qui entourent le mari et la femme sont considérées comme des tiers, y compris les enfants, bien que ceux-ci soient issus du couple, ils sont des tiers par rapport au couple. Je répète, bien que les enfants soient issus du couple, donc des conjoints, ils sont des tiers, ils sont extérieurs par rapport au couple. Dans cette leçon, dans ce partage, il s'agira de comprendre les relations, les interréactions entre les deux conjoints et les différentes catégories de personnes tierces qui seront évoquées ici. On ne va pas les évoquer tous. Il y a beaucoup de tiers en fonction de l'âge des conjoints, en fonction de l'environnement où vivent les conjoints, en fonction de la religion des conjoints. Il y a beaucoup de tiers qui interviennent dans la vie du couple. Il faut noter que ces personnes, dont les tiers, peuvent influencer positivement ou négativement le couple. Alors, le mariage. Alors, je commencerai, je vais évoquer certains tiers, pas tous. Vous pourrez nous appeler, n'est-ce pas, en off, pour le cas de certains tiers que nous n'aurons pas évoqués ici. Je commence donc par les enfants. Bien que les enfants, comme je l'ai dit au départ, soient issus du couple, ils ne font pas partie du couple. Le couple, c'est monsieur et madame. Les conjoints ne devraient en aucun cas montrer devant les enfants qu'ils sont en désaccord. Vous voyez? Ils sont intégrés dans le couple, mais ils ne sont pas dans le couple. En conséquence, les problèmes du couple doivent rester dans le couple et dans la chambre. En aucun cas donc, les conjoints ne devaient montrer devant leur progéniture qui sont en désaccord.
Ils ne doivent pas se disputer devant les enfants. Ils doivent fixer les règles communes aux enfants. Ils doivent fixer les règles communes de la maison. Et les règles fixées dans la maison par monsieur et madame doivent d'abord être respectées par les parents. Exemple, si vous dites aux enfants de revenir à la maison à 18 h au plus tard, et que vous, votre travail finit à 16 h, pour s'assurer que les enfants sont revenus à 18 h, vous devez être à la maison à 17 h. L'heure du repas familial. Si vous avez fixé que vous devez manger le soir à 20 h, je dis n'importe quoi, ça dépend des couples, hein. Vous devez manger à 20 h, le père et la mère doivent faire des efforts pour être là à 20 h. L'heure de se coucher. Si vous avez prévu qu'après les études, les enfants doivent aller se coucher à 22 h, il va falloir que papa et maman soient là à 21 h pour veiller qu'à 22 h, les enfants vont aller se coucher. Quand un conjoint a donné une instruction, une consigne, une punition à un enfant, l'autre ne doit pas dédier la personne auteur de la règle, de la punition ou de la consigne. Il doit parler en privé avec l'auteur de la sanction afin de voir comment organiser pour que l'auteur lève la punition ou la consigne. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire, papa a donné une consigne ou une punition à un enfant. Maman ne doit pas venir derrière lever la sanction ou discuter la sanction devant l'enfant. Si papa a donné une sanction à l'enfant et qu'il n'avait pas la totalité de l'information qui a conduit à cette sanction, maman va voir papa dans la chambre et lui donner le contexte avec la conclusion de ce que cette punition n'est pas justifiée parce que la réalité des faits, la voici. Et c'est encore papa qui trouvera une occasion de venir lever la sanction à l'enfant. Il faut toujours faire le point le soir sur les enfants avant de dormir. Évitez de passer l'autre conjoint devant les enfants comme le bourreau. Parce que les enfants sont trop psychologues. Ils intègrent ça tout petit. Il faut donc faire le point. Chaque soir avant de dormir, le père et la mère doivent s'assurer comment les enfants ont dormi. Est-ce qu'ils ont bien passé leur journée? Est-ce qu'ils ont des devoirs? Est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs? Est-ce qu'ils ont prié ensemble? Les enfants ne doivent pas ressentir que les sentiments d'un parent sont plus forts envers eux que pour l'autre parent. C'est-à-dire que la mère ne doit pas paraître aux enfants comme celle qui est bien bonne et que c'est le papa qui est méchant. Le papa ne doit pas faire paraître dans la maison comme si c'est lui le big boss. Ce n'est que lui qui donne de l'argent et la maman ne fout rien, c'est lui qui donne. Non. Vous êtes en train de vous auto-détruire. Plus les enfants grandissent,
mieux il faut les encadrer pour leur montrer qu'entre vous, leurs parents, le courant passe en permanence. Et quand un enfant a donné, et on va le voir dans l'éducation des enfants, plus ils grandissent, quand un enfant a donné une information au père ou à la mère, l'enfant ne doit pas avoir le sentiment que son secret qu'il a donné au père a été révélé à la mère et que la mère vienne le lui mettre devant la face. Je reprends. Un enfant peut faire de sa mère son confident. Un enfant peut faire de son père son confident. Il faudrait que si la confidence est donnée à la mère, elle ne garde pas la confidence. Elle doit donner la confidence au père. Ils doivent convenir de la solution à donner et ensuite la mère à qui on a donné la confidence doit revenir vers l'enfant pour la réponse. Mais maintenant, si c'est une confidence qui nécessite absolument l'intervention du père, en ce moment, la mère doit négocier avec l'enfant pour avoir son accord pour partager cela avec le père. Et là, ça concerne déjà des enfants après la puberté. Hein. Pour les petits enfants, c'est pas un problème. Pour ceux qui ont 10 ans, 8 ans, là, vous pouvez vous partager des informations. Mais déjà, avec des enfants qui ont dépassé la puberté et qui ont des informations qui touchent surtout leur intimité et qu'ils ont choisi leur interlocuteur intime, la mère, il faut que la mère gère avec grandeur cette intimité, bien que les solutions qu'elle va proposer à l'enfant seront des propositions communes de la famille. C'est pareil pour le père. Si c'est le père qu'un enfant a choisi de partager son intimité, le père doit revenir vers la mère pour partager cette intimité dans la chambre et ils doivent convenir d'une solution commune que le père reviendra donner comme solution à l'enfant. Et si le père voit donc que l'intervention de la mère est nécessaire de façon dévoilée, en ce moment, il va négocier avec l'enfant pour que l'enfant lui donne l'autorisation de partager avec maman et que maman revienne à la charge. Il faut éviter d'être manipulé par les enfants. Ce sont les grands manipulateurs, surtout quand ils atteignent l'âge de la puberté. Ils veulent ou elles veulent basculer vers le maillon faible. Voilà pour les enfants. La deuxième catégorie que je partagerai avec vous, c'est les belles-mères. Vous allez me dire les beaux-pères aussi. Mais on a toujours entendu la belle-mère. J'entends ici la belle-mère, la mère de l'homme, la mère du mari ou la mère de la femme. Les belles-mères éprouvent une très grande intimité avec leur enfant. Le fait qu'elle ait porté l'enfant pendant 9 mois et qu'elle ait assuré l'éducation maternelle les rapproche beaucoup de leurs enfants. Les mamans des maris, des époux, se croient investis d'un pouvoir sur leurs garçons. Les mamans des maris ou des époux croient qu'elles doivent dicter la conduite à tenir.
à leur belle-fille. Alors que la Bible le dit très bien, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Il n'est pas question de quitter la mère et de rester attaché. Bien que les conjoints soient quittés de chez leurs parents pour s'attacher l'un à l'autre, ils doivent honorer leurs parents. Voilà le tout. D'un côté, le quatrième commandement du décalogue nous dit dans Exode, n'est-ce pas? Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur terre. C'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse. Et de l'autre côté, on dit, tu dois quitter tes parents. Les deux peuvent paraître contradictoires, mais non. Les deux sont complémentaires. Il revient donc au conjoint de trouver le juste milieu. Comment honorer son père et sa mère, comment honorer sa mère tout en les quittant pour s'attacher à sa femme. Les hommes doivent se montrer fermes vis-à-vis de leurs parents concernant les décisions relatives à leur épouse. Pour que ceux-ci ne s'y mixent pas dans leur vie conjugale. En même temps, les conjoints doivent honorer leurs parents. Vous voyez que il faut trouver le juste milieu. Il en est de même de certaines belles-mères, c'est-à-dire que les mamans de certaines femmes. Si, dans leur ménage, elles ont été autoritaires devant leur époux, elles vont vouloir le même cliché de sa fille vis-à-vis de son mari. C'est à la femme de dire stop à sa mère. Ici, c'est mon mari. C'est lui qui commande. C'est lui qui gère. Alors, il ne faut jamais insulter sa belle-mère. Il ne faut jamais insulter la mère de son père. Il ne faut jamais aller en affront. Il faut laisser le soin au mari de gérer sa mère et il faut laisser le soin à la femme de gérer sa mère. Je reprends. Il ne faut jamais aller en frontal avec sa belle-mère. La femme doit laisser le soin à son mari de gérer sa mère. Parce que même si vous n'avez pas insulté la mère de votre mari, quand elle fera le rapport à son fils, ce sera que tu l'as même tapé. Alors que ce n'est pas le cas. Et donc, quand vous devez aller dans une telle discussion, gardez-vous de vous envenimer avec votre belle-mère. Attendez son fils, dites-le lui dans la chambre et son fils ne doit pas sortir instantanément pour faire les problèmes à sa mère. Il doit aussi mesurer la manière dont il va aller à l'affront parce que s'il revient instantanément, sa mère va dire « Ok, c'est ta femme qui t'a envoyé de me taper. C'est ta femme qui m'a envoyé me faire des problèmes. » Non. L'homme doit protéger suffisamment sa femme et la femme doit protéger suffisamment son mari vis-à-vis de sa mère ou vis-à-vis de son père. Quand vous êtes offensé par le parent de l'autre, rendez-lui compte pour qu'il aille lui-même en front line de son parent. Les belles sœurs maintenant, la troisième catégorie.
c'est-à-dire les sœurs du mari ou les sœurs de la femme. Les sœurs du mari sont quelquefois plus redoutables. En termes de conflit que les sœurs de la femme. Les belles-sœurs donc sont redoutables avec des situations conflictuelles en fonction de qui elles sont, soit cadettes ou aînées à l'homme ou à la femme. Elles agissent différemment. Si un homme a des sœurs aînées, il est possible que ces sœurs aînées, qui elles-mêmes n'ont pas un bien-être dans leur couple, puissent vouloir mener la vie dure à leur belle-sœur, sur le fallacieux prétexte de gloire d'aînesse. Quand plutôt les sœurs du mari sont des cadettes, l'amplitude du conflit est réduite. Il en est de même pour les sœurs de la femme. Quand ce sont les aînés, elles ont tendance d'imposer à leur cadette une conduite à tenir. La nuisance donc des belles-sœurs peut aussi dépendre de la qualité de vie du ménage. Si la vie du ménage est déséquilibrée, les belles-sœurs auront tendance à déséquilibrer davantage le foyer, parce qu'elle pense que la maison de son frère lui appartient. Il peut même arriver que la belle-sœur instrumentalise sa mère. Je vais parler la mère de l'homme. Si elle se sent ne pas avoir suffisamment de pouvoir pour déstabiliser son frère, ou alors la femme de son frère, elle peut instrumentaliser leur maman commune pour aller en frontal avec la femme de son fils. Par contre, les belles-sœurs du côté de la femme n'extériorisent pas trop, mais elles sont sournoises. Alors que les belles-sœurs du côté de l'homme extériorisent, viennent à la maison, font comme si c'est leur maison, c'est la maison de leur frère. Dans ces conditions donc, l'homme doit pouvoir marquer son territoire comme un lion. L'homme doit valoriser sa femme à temps et à contre-temps, surtout devant ses sœurs, et leur montrer que sa femme est incontournable. En conséquence, l'homme ne doit jamais dire du mal de sa femme devant ses sœurs. En cas de conflit entre sa sœur ou ses sœurs et sa femme, l'homme doit d'abord protéger sa femme. L'importance que le mari donne à sa femme montre le niveau de complicité du couple et éloigne ses sœurs. Pour la femme, ne pas insulter sa belle-sœur, c'est-à-dire les sœurs de son mari. Toutefois, il faut fixer les règles
dans la maison et laisser le mari aller en frontal pour le respect de ses règles. Les sœurs de la femme peuvent déstabiliser le mariage aussi, mais elles ne vont pas affronter le mari. Leur intoxication va se limiter au niveau de leurs sœurs. Elles vont intoxiquer par derrière. C'est généralement les sœurs de l'homme qui essaient d'aller en frontal avec l'épouse. Alors que les sœurs du mari, même quand elles veulent déstabiliser, elles le font toujours via la femme. En conséquence, donc, les deux conjoints doivent encore là se montrer soudés. Pour le cas d'espèce en Afrique, l'homme doit montrer à temps et à temps que son épouse, que sa femme passe avant tout. Il en est de même pour la femme, qui sent la déstabilisation venir par les membres de sa famille. Elle doit montrer à ses sœurs que rien ne peut se passer sans l'avis de son mari. Et tout dépend des causeries que la femme fait avec ses sœurs. Tout dépend des causeries que l'homme fait avec ses sœurs. Si un homme va devant ses sœurs, va rendre visite à ses parents et que ses sœurs disent « Ah, ta femme là, vraiment, on ne sait pas, elle est méchante. » Et que le gars acquiesce en disant que vraiment, je vous assure, je suis seulement là par que faire parce que cette femme-là, c'est une diablesse. Alors, vous validez la représailles que vos sœurs ou votre mère est en train de préparer pour votre femme. Par contre, si vous arrivez chez vos parents et que vos sœurs essayent de maldire ou de dédire le nom de votre femme et vous frappez le poing sur la table, madame, arrêtez-moi ça. Sinon, je sors d'ici. Tout de suite, elles vont comprendre que vous avez pris le parti de votre épouse. Il y a maintenant les beaux-pères en 4. De façon générale, les beaux-pères ne dérangent pas. Rares seront ceux qui vont déranger. Si le beau-père a son vin et son plat de nourriture là, son accueil, vraiment, lui, il ne regarde pas trop. Il y a les coépouses. Les coépouses, c'est-à-dire que les personnes, les femmes qui ont épousé les frères de votre mari, c'est elles qu'on appelle les coépouses. Elles aussi peuvent être dangereuses, en ceci que elles peuvent mener une concurrence qui n'a pas de nom. Elles peuvent interpréter les agissements comme elles veulent, dans le but de nuire. Et quand elles sont encore les épouses des aînés de votre mari, alors ça devient encore plus grave. Elles deviennent nuisibles comme les belles-sœurs. Elles sont même capables d'entrer en coaction avec votre belle-mère, avec vos belles-sœurs pour vous nuire. Encore là, le mari doit pouvoir s'imposer ou alors s'interposer pour protéger son épouse. Il y a les amis et les collègues. Ne jamais confier ses problèmes de couple aux amis ou à ses collègues. Ils peuvent profiter de cette faiblesse pour créer le désordre dans votre couple. Déstabiliser le couple. L'adultère. C'est-à-dire, si un homme a des problèmes avec sa femme et pas le dire à sa collègue femme ou à son collègue
que bon, voilà, ça fait 6 mois, j'ai pas fait l'amour avec ma femme, ça fait 6 mois, j'ai pas mangé sa nourriture, ça fait 1 an que j'ai pas fait l'amour. Qu'est-ce que vous êtes en train d'envoyer comme message à l'ami de votre femme, à la copine de votre femme? Vous êtes en train de lui dire que vous êtes dans le manque. Et si elle est mal intentionnée, profitant donc de votre manque, elle va dire, ok, bon voilà, si ma copine ne veut pas faire l'amour avec son mari, et moi, je n'arrive pas à faire l'amour avec mon mari, ou alors mon mari ne me tient pas comme il faut, alors je vais m'en accaparer. Et voilà comment vous allez vous faire taper dans le dos par celle à qui vous vous êtes confié. C'est pareil pour les hommes qui vont se confier à leurs collègues, hommes, ou à leurs amis, en passant le temps à dire, bon voilà, je ne fais pas l'amour avec ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à votre ami? Vous êtes en train de dire à votre ami, bon voilà, ma femme, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, elle n'a pas fait l'amour. Donc elle est dans le manque. Et le gars va commencer comme un amusement et il va vous remplacer. Et voilà comment la famille va se déstabiliser davantage. Il faut demander l'Esprit Saint de discernement, de voir en ses amis et en ses collègues ceux qui peuvent être de bons conseils, ceux qui peuvent avoir l'esprit de conseil. Il peut avoir parmi ceux qui sont stables, il peut avoir parmi ceux qui sont formés pour vous écouter, pas tous. Et surtout, il y a vos patrons. Surtout, n'allez pas dire à votre patron vos problèmes de famille. Et puis encore, de demander à votre patron de convoquer votre femme ou de convoquer votre mari. Alors vous êtes en train de dire à quelqu'un qui a une suprématie professionnelle sur vous, d'avoir une suprématie sexuelle sur votre femme, à votre détriment. C'est pour cette raison qu'avant d'aller à la conclusion, je vais dire que les seules personnes qui peuvent mettre le couple en état de divorce, ce n'est pas la belle-mère, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas le voisin. Ce sont les deux conjoints. Parce qu'au tribunal, en cas de divorce, on ne demandera jamais l'avis de la mère, l'avis de l'enfant, l'avis du voisin. Non. C'est les deux conjoints qui se mettront à la barre. Ça veut dire que si la belle-mère, si le beau-frère, si le beau-père, la belle-sœur veulent déstabiliser le couple n'importe comment, si les conjoints ne marquent pas leur accord ou leur aval, ce couple ne se détruira jamais. C'est pour cette raison que les problèmes des conjoints doivent se régler par les conjoints. Et s'il arrive qu'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes, qu'ils ne parviennent pas à régler leurs problèmes, ils doivent solliciter des personnes formées. Ils doivent solliciter des accompagnateurs matrimoniaux pour régler leurs problèmes. Ne jamais se confier, ne jamais laisser les tiers rentrer dans la vie du couple au point de les déstabiliser. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour en ce qui concerne le couple et les tiers. Je vous remercie.